après ce repas qui nous a bien calé, on va reprendre cet après-midi avec deux intervenants. Vous voyez qu'on respecte la parité, c'est parfait. Si Henri Biespéré était venu, ben on ne respectait pas la parité, mais le hasard fait bien les choses des fois. Donc on va commencer avec Stéphane Rousseau, donc, qui nous vient de la Nièvre, donc c'est quand même pas la porte à côté par rapport à chez nous, et deux départements qui se ressemblent un peu quand même si on n'est pas tout à fait sur le plan des paysages et de l'intérieur du département que je connais très bien. Donc Stéphane Rousseau, agriculteur dans la Nièvre, il élève des charolaises et des porcs, et il est céréalier également sur le reste de l'exploitation. Donc Stéphane Rousseau est président de l'IFOCAP national depuis donc 5-6 ans. Et moi, ça me fait plaisir de l'accueillir puisque ça a été mon premier centre de formation en 1976 quand je suis arrivé en Haute-Marne. J'ai passé 7 semaines au château de Draveil dans la forêt de Sénart, dans un château magnifique, pour apprendre la comptabilité, la gestion et la fiscalité. Donc ça a été mon premier souvenir mémorable de jeune salarié. Stéphane Rousseau est également au bureau de la FNSEA. Donc inutile de vous dire qu'il connaît parfaitement le milieu rural et toutes les problématiques qui découlent de cette appartenance. Donc aujourd'hui, il va nous parler de sa vision de la ruralité. C'est un sujet très vaste. On va vous laisser 20 minutes, une demi-heure. Président, on avait dit 20 minutes, une demi-heure. Une demi-heure, puisqu'on a gagné un intervenant. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ensuite, il y aura certainement des questions et des réponses que vous apporterez. Je vous laisse la parole. Ça marche? C'est bon? C'est bon. Bien, merci. Écoutez, d'abord pour vous dire le plaisir que j'ai à vos côtés pour cette Assemblée Générale. Alors la Nièvre est un département assez différent quand même des Pyrénées-Atlantiques, en ce sens que vous évoquiez tout à l'heure la Haute-Marne comme étant le département avec les plus grandes surfaces de France. Je crois que la Nièvre arrive deuxième ou troisième. C'est-à-dire que nous avons un département historiquement de grand domaine et l'histoire s'est perpétuée avec un foncier qui est très peu cher et donc des exploitations qui sont assez grandes. Bon, mon exploitation, moi je suis associé avec mon fils et ma belle-fille sur 213 hectares. Donc les productions vous ont été présentées, mais 213 hectares dans la Nièvre, même si on est 3, ça reste une exploitation plutôt parmi les plus petites quand même, compte tenu du nombre d'actifs qui sont dessus. Un département dans lequel il reste 2000-2500 agriculteurs, donc voilà, assez différent et très extensif, très herbagé et assez peu montagneux, même si on a un massif du Morvan qui est quand même un petit massif. Bon, on va dire que je connais, voilà, heureux d'être là, un département que je connais finalement un peu quand même, parce que je faisais le compte du nombre de fois où j'étais venu dans votre département, ça doit être la 8e. Alors la première fois, je m'en rappelle assez peu, en tout cas les 2 premières fois où je suis venu, c'était en pèlerinage à Lourdes. Donc la première fois, j'étais avec mes parents, mes grands-parents, et je ne me rappelle pas, puisque je dois avoir 3 ou 4 ans. Mais la deuxième, j'avais 12 ans, et avec un groupe de jeunes du diocèse de la Nièvre, c'était un voyage formateur, enfin, en tout cas qui m'a marqué dans mon parcours plus tard d'adolescent et d'adulte. Et puis je suis revenu après en formation. Alors, un autre élément qui a été fondateur pour moi, c'était mon premier congrès des jeunes agriculteurs du CNJA, qui a eu lieu à Biarritz en 93, peut-être bien 12 ou 13. Et le premier congrès, forcément ça m'a marqué, on s'en souvient. Et je me souviens en particulier de l'intervention d'Hubert Bouchou, qui à l'époque avait été intervenu en introduction, enfin à un moment donné du congrès, et où justement les propos qui avaient été rapportés ce matin, nous disaient, mais finalement l'école, la formation a fait de vous des techniciens, mais elle n'a pas fait de vous des hommes, et c'est tout l'enjeu de la formation continue, de la formation tout au long de la vie, de l'engagement et de ce qu'on fait à l'IFOCAP. Et puis je suis revenu ensuite en formation, bon, invité, enfin, notamment à visiter la coopérative Euralis, invité par le regretté Christian Pess, qui nous avait accompagnés dans cette visite. Et puis je suis venu une autre fois découvrir la coopérative Mondragon. Alors c'était pas les Pyrénées-Atlantiques, mais c'était au Pays Basque, à Bilbao. Et là on était à l'invitation d'un homme que vous avez peut-être connu, certains d'entre vous,
qui était le directeur général du Crédit Agricole de l'époque, Jean-Philippe, et qui était un homme issu, qui est toujours un mec qui est en retraite, mais qui était originaire de chez nous, originaire du Loiret, et qui avait été directeur aussi de la Caisse de la Nièvre. Voilà, puis j'ai dû venir quelques autres fois. Alors j'ai de la famille aussi, j'ai 2 cousins qui sont en Angleterre, ce qui m'amène à venir quelques fois dans le département. Bon, en tout cas, voilà, je vous remercie. Je voulais aussi quand même ne pas manquer de saluer, je ne sais pas où elle est, mais Valérie Fontespis-Lost, avec qui nous avons partagé un parcours commun à l'IFOCAP d'une dizaine d'années, puisqu'elle était formatrice quand j'étais moi-même au départ jeune administrateur et parfois stagiaire. Valérie, tu n'as laissé que de bons souvenirs à l'IFOCAP, même si les gens qui se souviennent de toi sont de plus en plus rares, on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à part quelques administrateurs et peut-être une personne de l'équipe administrative, tout le monde a changé et les souvenirs s'estompent un peu. Et puis saluer également chaleureusement Henri Vespéré, que je retrouve ici et que j'ai plaisir à croiser dans son département. Avec Henri, on se côtoie un peu depuis le CNJA, où il était lui beaucoup plus engagé que moi à l'époque. J'ai été responsable dans mon département, mais sans responsabilité nationale, mais je voyais évoluer Henri au CNJA. Et puis on a été amené à travailler ensemble ensuite quand il a été président de l'AFDI. Et depuis 3 ans, on se voyait un peu plus à la FNSEA depuis que j'ai rejoint le bureau. En tout cas, voilà, c'est un plaisir d'être là. J'aurais aimé rester un peu plus longtemps, mais le calendrier ne s'y prête pas. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le lien entre l'IFOCAP Adour et l'IFOCAP. Dire d'abord que finalement, il n'y a pas tant de lien que ça entre l'IFOCAP et ses IFOCAP régionaux. Bon, en plus de vous, aujourd'hui, il ne reste qu'un autre IFOCAP régional, qui est l'IFOCAP Berry. Et vous êtes, dans l'histoire des IFOCAP régionaux, finalement un nouveau venu, puisque malgré vos 30 ans, vous avez créé l'IFOCAP à un moment où tous les autres disparaissaient. L'histoire commune de l'IFOCAP et de ces IFOCAP régionaux n'est pas un long fleuve tranquille. Moi, j'ai personnellement pas connu l'époque où l'IFOCAP était présent un peu partout en France au travers d'IFOCAP régionaux. Ce que je sais, c'est qu'ils se sont éteints, soit parce qu'ils n'ont pas pu trouver leur modèle économique, un modèle économique viable, soit qu'ils ont été contraints de cesser leur activité, souvent pour des raisons politiques, contraints parfois par des organisations agricoles, et ça a été le cas dans ma région, en Bourgogne-Franche-Comté, où les organisations agricoles reprochaient dans les années 70 à l'IFOCAP PFC d'être sa trop grande subversivité, finalement, et l'ont poussé à l'arrêt des activités. Et puis il semblerait que l'IFOCAP national à l'époque n'était pas, alors qui n'était pas à Paris mais qui était à Dravel, n'ait pas pu ou pas voulu secourir ces IFOCAP régionaux avec lesquels on n'a jamais partagé de liens statutaires, seulement le partage de valeurs communes que l'on retrouve dans l'énoncé de notre nom commun. Et si je reprends ce que dit notre nom de nos valeurs, d'abord il y a la référence à la formation. L'IFOCAP, nous sommes un institut de formation. Dans notre nom commun, il y a la référence à la responsabilité. Nous sommes l'institut de formation des cadres. Alors, ce terme de cadre est sans doute devenu un peu désuet aujourd'hui, mais derrière le terme de cadre, il faut entendre que notre mission, c'est bien de former des responsables qui sont élus ou des responsables qui sont salariés. Et puis la référence aux paysans. Nous sommes l'institut de formation des cadres paysans. Mais la référence aux paysans, c'est le paysan de Michel de Baptiste. Tout le monde a connu, sait qui était Michel de Baptiste, fondateur de l'IFOCAP, ancien président du CNJA, de la FNSEA. Et le paysan de Michel de Baptiste, c'est pas le paysan que certains prétendent incarner aujourd'hui. C'est pas un paysan nostalgique. C'est pas le paysan du c'était mieux avant. C'est pas le paysan de la charrue à bras. Notre paysan à l'IFOCAP, tel que le définissait Michel de Baptiste, c'est l'homme. Alors à l'époque on disait l'homme, aujourd'hui il faut rajouter la femme. Mais c'est vrai qu'à l'époque les propos... voilà, Michel de Baptiste avait cette formule en disant le paysan, c'est l'homme d'un pays, c'est l'homme qui vit au pays, c'est l'homme qui vit du pays et c'est l'homme qui le fait vivre. Et je vais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire que c'est au cours de l'émission Radioscopie, qui lui était consacrée en 1977 par Jacques Chancel, sur France Inter, et que vous pouvez retrouver sur le site de l'INA, en accès très facile, que Michel de Baptiste donnait cette définition du paysan. Et Jacques Chancel demande alors à Michel de Baptiste, mais finalement,
est-ce que vous êtes agriculteur ou est-ce que vous êtes encore paysan? Et Michel de Baptiste a porté cette réponse qui, pour moi, reste encore tout à fait inspirante. Michel de Baptiste répond « Je suis les deux ». C'est-à-dire, je suis à la fois agriculteur, au sens où je suis l'homme qui utilise les techniques modernes que le progrès technique a mis à ses dispositions, mais je suis aussi le paysan, au sens où je suis l'homme d'un pays, l'homme qui vit au pays, qui vit du pays et qui fait vivre le pays. Voilà, je ferme la parenthèse, mais si j'insiste sur cette définition du paysan, homme du pays, c'est que vous avez à peu près là-dedans la réponse à la question que vous m'avez posée en m'invitant. C'est-à-dire que vous m'avez demandé de vous livrer ma vision de l'avenir des territoires ruraux. Alors je ne vais pas traiter le sujet comme ça, parce que en tant que président de l'IFOCAP, je n'ai ni la légitimité, ni la profondeur de réflexion d'un chercheur tel que Bertrand Hervieux. Je n'ai pas l'expertise académique suffisante pour y répondre. Simplement, ce que je peux en revanche vous dire, c'est ce que nous faisons à l'IFOCAP pour accompagner par la formation des agriculteurs, mais pas seulement des agriculteurs, dans cette recherche de la capacité à agir sur leur territoire. Et au travers de ce que nous faisons, bon, vous identifierez quand même, je pense, ce que je pense de l'avenir de la ruralité. Alors quand je dis, et j'ouvre là aussi une parenthèse, que nous n'accompagnons pas que des agriculteurs, c'est parce que le paysan auquel je me réfère, rien ne dit qu'il soit agriculteur. L'homme ou la femme qui s'engage pour leur pays, rien ne dit que leur métier soit d'être agriculteur. Il peut tout aussi bien être artisan, commerçant, élu local, membre associatif ou dirigeant sportif. C'est pour cela qu'au fil du temps, nous avons complété notre signature à l'IFOCAP par la formule IFOCAP, formation des acteurs agricoles et ruraux. Et que notre ambition, elle est aussi d'accompagner par la formation d'autres acteurs que les acteurs agricoles. Alors certainement que Valérie s'en souvient, mais nous avons proposé une offre de formation spécifique à l'intention des élus ruraux. Et cette offre de formation a fait l'objet d'une démarche auprès du ministère de l'Intérieur et nous avions pour le faire un financement sur l'enveloppe de formation des élus. Bon, il se trouve que, et je le regrette, mais au fil du temps, cette offre n'a pas rencontré son public et aujourd'hui, on ne la propose plus au catalogue de l'IFOCAP, mais je le regrette et ça fait partie des axes de développement, des axes forts de notre projet stratégique que de pouvoir demain redévelopper de la formation à l'intention des élus. Et puis par contre, on anime à intervalles assez réguliers des formations autour des questions de politique rurale, de développement et de fonctionnement des collectivités locales. Ces formations, on nous les sollicite particulièrement dans des périodes de réforme territoriales majeures, c'est-à-dire que quand on a une loi de décentralisation, de régionalisation, au moment de la loi NOTRe, on a un certain nombre de groupes et d'organisations sur le terrain qui nous ont sollicité pour des formations pour analyser ces nouvelles réglementations, ces nouvelles lois. Pour nous, cette bonne connaissance des collectivités et de leur fonctionnement présente un intérêt non négligeable pour les acteurs agricoles, parce qu'il s'agit en fait de leur permettre de mieux comprendre leur rôle d'émission, enfin les rôles d'émission des collectivités, et puis de mieux comprendre le fonctionnement des politiques locales, la répartition des compétences, et enfin d'agir plus efficacement en comprenant les règles financières et budgétaires des collectivités. Et puis enfin, je refermerai ma parenthèse sur la formation des acteurs ruraux en disant que nous avons une dizaine de formations par an avec des géomètres experts. Alors, les géomètres experts en aménagement foncier, et nous les formons sur des thématiques techniques, instruction, technique, jurisprudence, environnement et aménagement. Et puis, plus général, comme tout le monde, ils ont besoin de formation autour de la posture du géomètre, de la prise de parole en public ou de l'animation de réunions. Et puis nous faisons enfin des formations de formateurs, en particulier à destination du réseau des maisons familiales rurales, mais je reviendrai un peu plus longuement sur nos partenariats avec les MFR. Alors tout ceci pour vous dire que l'IFOCAP n'accompagne pas seulement les agriculteurs, mais accompagne toutes celles et tous ceux, élus ou associatifs, qui veulent agir pour leur territoire. Alors, au travers de ces réflexions autour du paysan, homme qui agit pour son pays, j'ai à peu près dit la moitié du message que j'ai à vous passer aujourd'hui. Et concernant nos formations sur les questions de ruralité. Parce qu'en effet, nos démarches sur le sujet se résument en deux domaines. Le premier, c'est d'encourager nos stagiaires à développer une vision positive et optimiste de la ruralité. Et puis le deuxième, c'est de les convaincre qu'il faut s'engager pour agir. Et c'est de ça dont j'ai essayé de parler en développant cette notion du paysan, homme qui s'engage et homme qui agit pour son pays.
Alors, sur la première question qui consiste à porter un regard positif sur la ruralité, nous devons admettre que le regard que la société porte sur le rural a évolué. Le Covid, la crise climatique ont été soit des révélateurs, soit des accélérateurs d'un mouvement qui était déjà en route de longue date. Moi, pour mémoire, j'ai participé en 2002 au Salon d'agriculture à une rencontre avec une association parisienne qui s'appelait l'association Ville-Campagne et qui, déjà en 2002, affrétait des bus pour permettre à des Parisiens d'aller visiter des villages, découvrir des coins de campagne où ils pourraient ensuite s'installer et les accompagner dans ces démarches d'installation. Donc le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accélère et on observe que de plus en plus d'urbains assistent à changer de vie. Ils veulent être plus près du vivant, plus près des animaux, plus près de la biodiversité, plus près des producteurs locaux, des rythmes des saisons. Ils veulent aussi avoir un accès à un habitat qui soit financièrement plus accessible, qui peut-être aujourd'hui protège un peu plus des fortes chaleurs. Et puis qui sait si l'hystérie un peu médiatique du moment sur les punaises de lit ne va pas nous ramener encore de nouvelles cohortes de néo-ruraux qui vont s'apercevoir que finalement on est moins embêté avec ces bestioles à la campagne qu'à la ville. Et la ruralité apparaît donc comme porteuse de solutions face à ces nouveaux enjeux, et en particulier aux enjeux des environnementaux. Et nous, à l'IFOCAP, nous essayons aussi de nous interroger sur le fait de savoir si objectivement, est-ce que la vie rurale est plus conforme ou pas avec les nouvelles exigences posées par les enjeux environnementaux. Alors sur ce point, je vous recommande la lecture d'un essai que peut-être certains ont lu, qui s'intitule « Repeupler la campagne ». Et c'est un essai, son auteur est Henri Land. Henri Land est enseignant à Sciences Po et il est entre autres un citadin qui s'est reconverti à la ruralité puisqu'il est allé s'installer en Auvergne, dans la région de Saint-Nectaire. Et Henri Land nous cite dans son essai l'analyse d'Elinor Ostrom. Elinor Ostrom est une économiste américaine qui a été prix Nobel d'économie en 2009 et qui a fait une étude sur la durabilité des groupes humains. Et elle décrit le fait que les sociétés les plus vertueuses sur le plan écologique, économique et social sont celles où vit une population de taille adaptée aux ressources de son territoire et qui est régie par une gouvernance locale et un suivi local de l'usage des ressources. Selon elle encore, les ruraux consomment moins, achètent moins, entretiennent plus l'espace, consomment plus une énergie produite sur place et ont une empreinte carbone plus faible. Et elle termine en disant que finalement, ce qui a fait exploser l'empreinte carbone de nos sociétés, ce n'est pas la croissance des populations, c'est l'évolution des modes de vie, la manière d'occuper les territoires. Et ça fait écho à ce que disait d'ailleurs Raymond Lacombe lorsqu'il a lancé dans la grande manifestation à Paris de 91 et qui a lancé derrière notamment le groupe Monde Rural qui disait mais il faut... Enfin c'est folie que d'avoir concentré autant de populations dans des espaces aussi resserrés. Et on en voit aujourd'hui toutes les conséquences de ces espaces urbains saturés sur les questions de déplacement, de sécurité, d'environnement, d'urbanisme, d'artificialisation des sols et de tous ces sujets. Alors Henri Land, dans son essai, poursuit, et moi je partage son propos, en disant qu'il préfère prendre appui sur cette analyse d'Elinor Ostrom plutôt que sur celle, par exemple, d'Elon Musk, qui entretient le mythe d'une planète B sur laquelle on pourrait s'installer demain, en disant on a mieux à faire que de le suivre dans ses projets, en commençant par mieux se répartir sur la planète A, et il conclut en disant si une planète B existe, elle porte un nom, c'est la campagne. Et partant de là, nous, acteurs de la formation, nous devons transmettre une vision positive de la ruralité face à ces espaces urbains saturés. C'est le moment de marteler que la ruralité est une chance, que la ruralité est un territoire d'avenir. Mais réenchanter la ruralité, ça suppose aussi de sortir de la culture du handicap. L'enjeu, il n'est pas tant d'inviter, j'ai bien compris dans la réunion de préparation que nous avions fait ensemble, que sur vos territoires en particulier, l'enjeu, il n'est plus tellement d'attirer des populations, parce que les néo-ruraux sont déjà extrêmement nombreux, et ça crée des problèmes de conflits d'usage. Mais l'enjeu au travers d'une ruralité accueillante et positive, c'est demain d'accueillir des entrepreneurs. C'est de mettre en place des services dont les populations ont besoin. Parce que si nous avons des populations, il nous manque cruellement de services, parfois tout simplement d'artisanat, mais aussi de
de services de santé, de professions libérales et divers autres, et de services. Alors notre ruralité, dans ce cas-là, doit être conquérante, peut-être bien je vous l'ai dit, non, gémissante, moderne et se préparer à l'augmentation de la population. Les néo-ruraux qui arrivent, notamment grâce au télétravail, il ne faut pas se faire de soucis pour eux. Ils vont développer des modèles économiques qui seront des modèles économiques viables. Ils vont arriver à générer de l'activité économique. Et la question se pose de qu'est-ce qu'on insuffle à nos stagiaires, aux agriculteurs en formation, pour arriver à créer du lien et à accueillir et à se comporter vis-à-vis de ces nouveaux arrivants. La première chose qu'on leur dit, c'est qu'il faut faire preuve d'humilité et d'ouverture face à ces nouveaux arrivants. Ils vont arriver à générer une activité économique qui leur permettra de rester. Il faut rappeler en permanence, et ça a beaucoup été dit ce matin, que nos territoires ne doivent pas être réduits à des fonctions récréatives et environnementales, qu'on ne manque pour faire réussir des projets professionnels ni de population, ni de connectivité, ni de réseau. Aujourd'hui, tous les territoires ruraux sont à peu près équipés des réseaux nécessaires pour développer des entreprises ou des activités professionnelles. Et puis nous aurons demain aussi de plus en plus des tiers-lieux qui apporteront de l'hybridation d'activités, avec plus de partage sur les territoires, plus d'échanges de compétences, de vie sociale et de renouvellement d'activités économiques. Mais nos stagiaires devront aussi, c'est l'enjeu de demain de ceux qui s'engageront au service de la ruralité, c'est de concilier la croissance de population avec les enjeux de la zéro artificialisation nette, par exemple. Ce n'est pas le moindre des défis. Il faudra aussi être capable de mettre en place des dynamiques de croissance autour des produits emblématiques qui peuvent permettre de marier la tradition et la modernité. Et sur ce point, nous avons organisé une conférence des mardis en 2022, qui s'intitulait « Comment les racines d'un territoire peuvent-elles lui donner des ailes ?» Et nous avions invité pour en parler André Valadier, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, mais André Valadier qui est l'emblématique acteur de la sauvegarde du plateau de l'Aubrac, et avec qui nous nous sommes interrogés sur qu'est-ce qui forge le caractère d'un territoire, comment la culture d'un territoire, son histoire, ses valeurs, peuvent être un levier de développement territorial, voire son seul levier qui permette d'envisager un développement durable. Et parmi les exemples qui ont aussi été cités, de produits emblématiques qui permettent la dynamisation d'un territoire, il y a eu les exemples de l'aguiole, de l'aligot dans l'Aubrac, mais il y a eu le piment d'Espelette aussi dans votre département, dans votre secteur. Alors la conférence, vous pouvez la retrouver parce qu'elle est disponible gratuitement en accès sur le site internet de l'IFOCAM. Et puis, nous aurons besoin aussi de regarder comment on s'impose dans la gouvernance des éléments naturels sur le territoire. Moi, je suis en bordure de la Loire et on parle de plus en plus de la Loire comme étant une personnalité juridique qui a des droits à protéger, donc qui doit être protégée en tant que particulier dernier fleuve sauvage d'Europe. Et par contre, ceux qui vont représenter la Loire en tant qu'entité juridique, ce sera bien des humains. S'il y a une attaque à l'environnement, ce n'est pas la Loire qui va aller se plaindre devant le tribunal, c'est des humains qui vont parler à son nom. Et l'enjeu, c'est que ce soit les humains, les locaux, c'est que ce soit les gens qui habitent au bord de la Loire, qui s'imposent démocratiquement dans la gouvernance de ces éléments et qu'on ne se laisse pas imposer par d'autres ces représentations juridiques. Alors l'enjeu de la mise en avant des atouts de la ruralité, alors évidemment, ce n'est peut-être plus le temps d'attirer des populations, mais c'est pour moi beaucoup quand même de notre capacité à garder nos jeunes et à attirer des entreprises. Notre sujet demain, c'est notre capacité à réintroduire les services nécessaires aux besoins des populations. Il ne s'agit pas seulement des services à la personne, mais je l'ai dit, des services administratifs, artisans, commerçants, professions de santé et autres. Alors, je vais en arriver au deuxième point sur lequel on insiste beaucoup dans les formations, la question de construire un récit positif et enthousiasmant qui encourage nos enfants, s'ils le souhaitent, à fleurir là où ils ont été plantés. Ça, c'est la formule de Christiane Lambert qui dit « Nous, on est des hommes ou des femmes qui étions faits pour fleurir là où on a été plantés. » Sauf que notre regret, c'est de voir beaucoup trop souvent nos jeunes et nos enfants qui quittent nos territoires. Et puis, il nous faut permettre aux entrepreneurs, aux enseignants, aux médecins de venir s'installer parce que demain, on
l'a vu aussi au regard des témoignages de ce matin, on ne vivra pas sur nos territoires uniquement avec des habitants venus s'installer, qui occupent une résidence au vert, qui travaillent dans la ville voisine ou qui sont en télétravail. Ça ne fait pas vivre un territoire. La fonction résidentielle seule ne fait pas vivre un territoire. Et il nous faudra donc convaincre par la formation les agriculteurs de s'engager pour qu'ils puissent influer sur ces politiques. Et là, sur ce point, c'est vrai qu'il y a urgence. C'est Gérard Peltre qui, là aussi, dans une conférence des mardis que nous avons organisée en 2023 et qui s'intitulait « Ruralité demain, tous urbain », Gérard Peltre tirait la sonnette d'alarme sur ce sujet en disant qu'il nous faut être très vigilants sur les politiques publiques parce que finalement elles manquent souvent de constance. À chaque changement de gouvernement, on peut changer de politique publique en matière de ruralité et on a besoin du temps long, on a besoin de vision à long terme pour que les choses se mettent en place dans les territoires. Et puis, il évoquait ce terme aussi, les politiques publiques nous font souvent des croche-pieds. Et il évoquait là-dessus la loi NOTRe, et je partage complètement l'analyse. La loi NOTRe est une politique de masse critique qui a provoqué des élargissements territoriaux sans aucun sens et qui ne favorisent pas les processus de développement local. Notre vision à nous, ce n'est pas la vision de la masse critique, c'est le territoire de projet, avec d'un côté un territoire qui englobe des petites villes, mais où la coopération permet de compenser les masses critiques que l'on n'a pas. Et pour le coup, qui est mieux placé que les agriculteurs, qui a su mieux que les agriculteurs développer les coopérations, qui sait mieux de quoi il parle quand on parle de coopération que les agriculteurs. Et les agriculteurs l'ont fait pour compenser les tailles insuffisantes de leurs exploitations agricoles. Et nous avons une expérience en la matière que l'on doit mettre à profit de la société et de la ruralité. Nos territoires stratégiques de développement, notre vision, ce sont des territoires où on a envie de vivre, où on se projette dans l'avenir, où on a envie de bâtir ensemble des projets, où on se sent maître de son destin, dans une vision que nous avons choisie et qui définit ce que l'on veut faire ensemble. Au lieu de ça, on nous impose aujourd'hui de raisonner en masse critique, démographique, et je suis pour ma part convaincu que ça tue les dynamiques de coopération. Quand on est dans cette dynamique, dans cette logique de masse critique, finalement on est dans une logique de concurrence entre les acteurs, où chacun vient à la communauté de communes pour chercher sa part dans un collectif qui est insuffisamment solidaire et cohérent. Parce que finalement, l'intérêt, face à ces questions autour de la densité de population et de la masse critique, l'intérêt d'une zone géographique, ce n'est pas que sa densité de population. Le critère de population n'est pas le seul qui porte de l'intérêt pour un territoire. L'énergie, la nourriture, les vêtements, les machines, les objets, l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, sont pour la plupart du temps issus de la campagne. Et ce sont toutes choses qui sont consommées en ville et qui pourtant sont très souvent produites hors des villes. Nos territoires ont aussi cet intérêt-là. Alors on peut faire l'exception par contre des déchets, parce que pour le coup, la ville produit bien souvent des déchets qui sont retraités à la campagne. S'il y a quelque chose qui revient bien chez nous, c'est ça. Alors les règles de politique de péréquation financière devraient être définies en fonction de l'étendue des territoires, en fonction de leur contribution aux enjeux environnementaux et en fonction des services que l'on rend à la société. Là où il y a de la superficie et peu de densité, les habitants ont droit aussi à des services essentiels que sont les gares, les hôpitaux, les écoles. Alors sur les écoles, je vous cite, c'est Henri Land qui prend cet exemple dans le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est Repeupler la campagne, et il prend l'exemple du ramassage scolaire, en disant finalement il va toujours du rural vers la ville. C'est-à-dire que quand on n'a pas assez d'élèves dans les écoles rurales, on les ferme, faute d'élèves, et parfois on les a rénovés et on les a modernisés à grands frais, et puis on emmène les élèves vers la ville, où on est obligé parfois de construire de nouvelles écoles pour les accueillir. Et la question c'est si on faisait l'inverse. Et pourquoi on ne fait pas tourner l'écart dans l'autre sens? Pourquoi on ne profite pas des écoles qui ont été rénovées, qui sont présentes, pour amener des élèves de la ville dans les villages, à l'école? Et il y a un certain nombre de jeunes qui auraient certainement tout intérêt, dans certaines banlieues, à se retrouver éloignés de l'environnement scolaire qui est celui de leur quartier.
Mais pour que ces politiques changent, pour que nos territoires ruraux ne soient pas que des territoires résidentiels ou des conservatoires de ressources naturelles, pour que ces territoires deviennent des territoires d'entrepreneurs, il faut que les agriculteurs s'impliquent. Et il faut que les politiques les associent. Et il y a urgence parce que dans certains territoires, et c'est très clairement ce que vous avez souligné ici, les ruraux finissent, enfin les néo-ruraux finissent par être plus nombreux dans les villages que ceux qui étaient là, que les anciens, enfin je ne cherche pas le mot, mais que les habitants, en tout cas les familles qui étaient là de longue date, et surtout ils arrivent avec leur certitude. Ils ne voient la ruralité finalement qu'au prisme d'un espace naturel qu'il faut protéger, un cadre de vie qu'il faut protéger. Et les agriculteurs doivent être les porteurs de la multifonctionnalité du rural au travers de ces 4 fonctions. Moi, le rural a 4 fonctions: résidentielle, agricole, industrielle et écologique. Sur la fonction résidentielle, on doit se pencher de plus en plus sur la façon dont on vit à la campagne pour que l'urbanisation ne soit pas trop impactante, et en tout cas soit beaucoup moins impactante demain qu'elle l'a été par le passé. La fonction agricole, elle reste parfaitement emblématique. Elle est au carrefour du rapport entre les espaces naturels et la valorisation du foncier par les agriculteurs. Et puis il y a la fonction industrielle, qu'il faut qu'on arrive à ancrer plus solidement dans les territoires ruraux. Est-ce que vous avez entendu parler déjà des IGPIA? Qui connaît les IGPIA? Les IGPIA, ce sont des indications géographiques protégées, industrielles et artisanales. Il y en a 12 en France. C'est un moyen, ces nouvelles IGPIA, de renforcer la présence et d'ancrer les activités artisanales et industrielles sur nos territoires, de faire en sorte que les savoir-faire et les produits reposent sur les traditions associées au lieu d'origine et d'en éviter les contrefaçons. Il y a parmi ces IGPIA aujourd'hui la porcelaine de Limoges, les tapisseries de Busson, la charentaise, mais il y en a 2 chez vous dans le département. Il y a la pierre d'Arully et le linge basque. Et ça, c'est un élément qui doit être essentiel du développement des territoires ruraux demain. Si on arrive à implanter et à maintenir plus d'activités industrielles aux côtés de l'activité agricole, alors quand je dis industriel, c'est industriel ou artisanal, mais on rééquilibre aussi le rapport de force entre les néo-ruraux qui sont là dans une démarche, dans une fonction résidentielle, et ceux qui ont une activité économique avec parfois les impactantes parfois pour le territoire. Les agriculteurs sont trop isolés aujourd'hui parfois sur les territoires, ils sont les seuls à avoir une activité économique. Dans le passé, autrefois, les communes rurales, probablement, enfin, les agriculteurs n'étaient peut-être même pas les plus nombreuses. Enfin, je vous remonte à une époque d'avant les grands exodes du lendemain de la guerre. Mais dans mon village, il y avait certes des agriculteurs, mais il y avait un dentiste, il y avait un coiffeur, il y avait une mercerie, il y avait des bars, des cafés, enfin, et ce qui fait que des choses étaient équilibrées entre ceux qui exerçaient une activité économique, qui vivaient du pays, qui vivaient au pays, des ressources du pays, et ceux qui n'étaient là que dans une démarche résidentielle. À l'époque, ils étaient d'ailleurs beaucoup moins nombreux. Et puis la 4e fonction, c'est la fonction écologique. Et celle-là, il faut évidemment la prendre à bras-le-corps. C'est celle par laquelle on définit notre rapport aux ressources. C'est une métafonctionnalité qui transcende toutes les autres et qui doit, de manière horizontale, être prise en compte dans l'ensemble des projets. Et si on n'organise pas le territoire sur la base de cette multifonctionnalité, à partir d'une vision partagée entre les agriculteurs et les nouvelles populations qui n'ont plus de lien du tout direct avec l'agriculture, alors on a des démarches parallèles. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les agriculteurs qui ont leur projet de développement agricole, qui vivent leur vie de leur côté, mais qui parfois sont confrontés à de sérieux obstacles quand même, parce qu'ils n'ont pas intégré tout ce que la société, enfin toutes les réticences que pouvait exprimer la société sur leur projet. Et puis on a d'un autre côté un développement rural qui n'a pas du tout intégré les enjeux agricoles, les enjeux industriels dans sa démarche de développement. Et par contre, pour associer les agriculteurs, il faut veiller à la pertinence des stratégies pour leur activité, faire en sorte qu'ils trouvent leur place. Il faut avoir des politiques publiques qui les favorisent très en amont dans les politiques territoriales. L'exemple qui est probablement le plus parlant aujourd'hui, c'est l'exemple des circuits courts, où on monte des projets d'alimentation en circuit court de cantines scolaires,
Et puis on s'aperçoit au bout d'un moment que ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas en amont associé les agriculteurs, on n'a pas pris en compte parfois leurs contraintes de production, les contraintes de logistique, les contraintes administratives liées aux appels d'offres par exemple. Et puis on finit par leur faire porter la responsabilité en disant finalement, vous voyez, ça ne marche pas, parce que les agriculteurs ne savent pas s'organiser, mais on découvre le phénomène sans les avoir associés en amont. Et puis accessoirement, mais je crois que ça a été dit ce matin aussi, par l'un des intervenants, peut-être bien dans la salle, mais si on veut associer les agriculteurs, il faut veiller à ce que les horaires de réunion soient aussi compatibles avec leurs travaux. Et de leur côté, les agriculteurs doivent dépasser la crise démographique dans laquelle ils sont, la tentation du repli sur soi. Il fut une époque où la démographie agricole assurait naturellement aux agriculteurs les responsabilités de gestion des communes. Bon, cette époque est révolue. C'est dans le livre d'une agriculture sans agriculteurs de Bertrand Hervieux, et d'ailleurs, enfin, Bertrand Hervieux, on en a parlé ce matin, et de François Pursecle, où il rappelle le fait qu'à une époque, on faisait appel à la tête des communes aux meilleurs agriculteurs, aux chefs de famille. C'est-à-dire que ceux qui avaient démontré leur capacité à bien gérer leurs propriétés privées, mais ils seraient naturellement les mieux armés pour bien gérer les parties communes à leurs propriétés privées. Et puis d'ailleurs, on ne leur demandait pas nécessairement à ces élus-là, à l'époque, d'avoir des projets. Tout ce qu'on leur demandait, c'est de gérer l'espace commun en bon père de famille, comme ils l'auraient fait chez eux. Alors ce temps-là, il est terminé. Les agriculteurs n'accéderont plus aux responsabilités sur cette base-là. Aujourd'hui, pour accéder aux responsabilités, il faut porter un projet, et il faut être capable de le faire partager. Mais là aussi, les agriculteurs, s'ils le veulent, sont parfaitement bien placés certes, ils n'ont plus pour eux le nombre qui leur permet naturellement d'être élus, mais ils ont cette tradition de l'entrepreneuriat, cette tradition malgré tout de l'engagement. Un agriculteur actif va pouvoir accéder à des responsabilités que n'auront pas des néo-ruraux qui ne veulent participer à rien parfois finalement. Donc l'engagement permet aussi de... Et puis les agriculteurs savent, lorsqu'ils le veulent, se faire reconnaître, se faire apprécier au travers des services qu'ils rendent à la commune, des services de déneigement, de prêt de matériel. Enfin, quand on fournit le matériel pour aller donner un coup de main au club de foot pour entretenir le terrain ou le club de rugby, ben finalement, quand on se rend disponible, on est mieux perçu et probablement, et je le disais tout à l'heure en déjeunant, que les agriculteurs sur le terrain qui sont capables de s'impliquer dans la vie sociale de leur village, ben le jour où ils ont un projet de bâtiment ou de quoi que ce soit, on leur fiche plutôt la paix, et plus facilement la paix, qu'à ceux qui sont dans le repli sur soi, qui ne libèrent jamais de temps pour rien, et qui traversent le village avec la moissonneuse batteuse le jour du 14 juillet, enfin j'en passe. Mais cette capacité à faire société et qu'ont les agriculteurs à s'impliquer dans la vie sociale, c'est déterminant pour leur permettre de continuer d'être influents sur leur territoire. Voilà, je vous ai cité tout au long de mon propos quelques exemples de comment nous intégrons la question de la ruralité dans nos formations, alors notamment à travers des conférences des mardis, et il y en a beaucoup d'autres, en vrac je vais vous en citer quelques-unes, mais chaque année notamment notre module de formation Oméga permet aux stagiaires de découvrir un exemple de développement territorial. Et nous sommes allés au fil des années découvrir le Pays de Cran en Mayenne sur des thématiques qui étaient relatives au développement du très haut débit et sur l'offre de soins de santé. Nous sommes allés aussi au Pays de Fougères en Ille-et-Vilaine sur des thématiques de nurserie numérique, d'éco-construction, d'énergie positive, à Forcalquier dans les Hautes-Alpes, voilà, enfin, à Dunkerque dans le Nord. Enfin, on fait en sorte d'emmener nos stagiaires assez régulièrement découvrir des démarches qui fonctionnent, parce que alors, tout n'est pas transposable toujours, mais il est important que les agriculteurs et ceux qui nous font confiance en formation prennent conscience que des exemples de mobilisation des acteurs locaux marchent et peuvent être transposables parfois sur leur territoire. À chaque fois, le fil rouge, finalement, de ces formations et de ces découvertes, c'est la question de savoir comment on s'y prend pour embarquer les agriculteurs dans les projets locaux. Les questions de mobilisation des acteurs dans les dynamiques territoriales sont sous-jacentes en permanence. Et puis on a un partenariat sur lequel je veux dire un mot, mais sur les thématiques rurales, c'est avec les maisons familiales et rurales. Et nous sommes très attachés à ce partenariat avec les MFR, parce que nous avons beaucoup de valeurs en commun, nous partageons beaucoup de valeurs communes.
S'il y a un réseau où l'engagement bénévole est réellement incarné, c'est bien dans le réseau des MFR, et c'est à ce titre-là très agréable de travailler avec eux. Nous portons avec les MFR et avec Sol et Civilisation un projet qui s'appelle le projet Territoire Apprenant, et c'est une démarche qui vise à comprendre comment des territoires peuvent être apprenants, comment l'espace, le lieu, la situation géographique peuvent être importants dans les apprentissages et leur valorisation. C'est un programme d'études qui a été mené sur 2 années, en 2020 et 2021. 11 territoires ont été étudiés, ont fait l'objet de voyages d'études pour rencontrer les acteurs et comprendre ces territoires et ces coopérations locales. Bon, je ne vais pas vous citer les 11 territoires, simplement vous dire que parmi les 11, il y a le territoire de Seignance, dans les Landes, que vous connaissez sans doute, qui est tout près d'ici. Alors ces acteurs, à l'issue de ces démarches territoire apprenant, ont produit un ouvrage de synthèse qui s'appelle Territoire apprenant, une approche renouvelée de la construction des compétences sur le territoire. Cet ouvrage est disponible en numérique sur le site internet de l'IFOCAP, vous pouvez parfaitement le consulter. Et puis dans notre partenariat avec les MFR, nous organisons tous les 2 ans l'université itinérante des territoires ruraux. Cette université, une présence dans un territoire pendant 2 jours, de réflexion sur des problématiques territoriales au travers de conférences et d'ateliers qui laissent la part aux acteurs du territoire, aux expériences territoriales concrètes. Alors en 2022, nous nous sommes penchés sur les questions de service à la population. En 2020, c'était le Covid, donc on n'a pas eu lieu. En 2018, la thématique, c'était numérique et territoires ruraux. Et puis en 2016, c'était les métiers de demain. Sur les conférences des mardis, tous les ans, nous essayons d'avoir une conférence dont la thématique soit liée à la ruralité. En 2021, c'était la question des territoires de projet, espaces de coopération, comment créer la dynamique collective. En 2020, c'était les tiers-lieux. Et en 2024, nous avons prévu de nous intéresser aux enjeux démographiques pour essayer d'éclairer la réalité des phénomènes démographiques, parce que finalement, on peine un peu à s'y retrouver. Est-ce que la ruralité aujourd'hui reprend de la population, éclaircir un peu toutes ces notions entre natalité, solde migratoire, enfin, la thématique sera celle-là. Alors, toutes ces conférences, vous pouvez les retrouver après coup sur le site internet, mais vous pouvez aussi et surtout les suivre en direct, puisqu'elles sont... On peut participer en visio aux conférences à une seule condition, c'est d'être en groupe. On pourra, si vous souhaitez en reparler, mais nous fixons cette règle, c'est qu'on suit les mardis d'IFOCAP à distance et en groupe. On peut les suivre à distance en groupe, mais aussi dans la salle à Paris. Alors pour terminer, et pour faire alors j'avais prévu, je pense que c'était Henri sur le programme devait intervenir après moi, mais c'était pour vous dire que un mot du manifeste pour les ruralités vivantes. Bon, j'espère au travers de ce que j'ai pu vous dire d'abord que l'IFOCAP est signataire de ce manifeste. J'espère vous avoir convaincu que nous y avons notre place et que ce qui nous motive, c'est de contribuer aux actions, à la mise en œuvre des actions de ce manifeste au travers de ce que nous savons faire, c'est-à-dire la formation, accompagner les acteurs par la formation pour mettre en œuvre des actions, en tout cas une formation qui prépare à l'action. Et pour conclure, je ramasserai tout ce que j'ai dit en 2 mots. Finalement, les seules choses qu'il faille retenir de ce que nous essayons de transmettre à nos stagiaires, la première chose, c'est soyez positifs. C'est ce qui attirera des entrepreneurs et ce qui retiendra nos jeunes. La deuxième, c'est soyez dans l'action, parce que si vous connaissez cette formule qui dit que quand les agriculteurs ne sont pas autour de la table, c'est qu'ils sont au menu. Voilà. Merci de votre attention. Bon, merci pour cette... S'il vous plaît. Merci pour cette brillante intervention. On va donner la parole à la salle. On va donner la parole à la salle. Par rapport aux maisons familiales. Donc j'ai été président pendant une quinzaine d'années ou 20 ans peut-être de la maison familiale ici de Mons. Elle avait ouvert ses portes en 1962 à Gouze, juste derrière ce bâtiment-là.
et il y a quelques anciens élèves qui sont ici présents. Puis, j'ai fait ma formation à partir de 1963 à Gouz, puis les locaux ont été transférés à Mons dans les années 1964, si mes souvenirs sont bons. Voilà, j'ai fait ma formation. Évidemment, maison familiale rurale, bon, on y tombe en plein dedans. C'est pour la défense de la ruralité. À l'époque, tous les jeunes qui ont pratiqué l'établissement, c'était des fils d'agriculteurs. Bon, les formations maintenant se sont un peu diversifiées par rapport au service social, notamment, l'ouverture aux équerres, mais ça rejoint quand même, ça reste toujours dans la ruralité. J'ai fait cette formation en maison familiale, mon fils l'a faite aussi, et mon petit-fils est maintenant en train de faire un BTS. Alors, les maisons familiales, c'est à peu près 500 établissements en France. On dépend de la région Aquitaine. Et donc, je crois que bon, il y a une bonne organisation. C'est toujours regroupé pour défendre cette formation qui dépend du ministère de l'Agriculture, mais ce sont des établissements qui sont privés. Voilà. Alors, la naissance des maisons familiales, ça remonte à 1937, si mes mémoires ne me font pas défaut. C'était dans le Lot-et-Garonne, par l'intermédiaire de l'abbé Granereau, sur lequel il avait regroupé autour de lui quelques agriculteurs pour mettre en place cette formation, et puis c'est devenu maison familiale. Voilà ce que j'avais à vous dire. Après, s'il y en a quelques-uns qui veulent apporter quelques compléments d'information, Jean, il y avait Jacques, qui faisait partie de la première promotion, mon collègue ici du Vignon, pareil, et puis bon, voilà, il y a actuellement, je ne sais pas, ils sont à peu près 150 ou 160 jeunes, répartis entre des garçons et des filles, et avec une alternance sur les 12 mois. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a trois choses qui nous motivent beaucoup dans notre partenariat avec les maisons familiales. D'abord, le fait que nous sommes très proches sur la nature des enseignements. C'est-à-dire que cette question de former des jeunes, nous, des responsables agricoles, mais pour qu'ils soient demain des acteurs de leur territoire, c'est quelque chose qui nous rapproche et pour lequel il y a du sens à travailler ensemble. La deuxième, c'est le savoir-faire du réseau maison familiale en matière de mobilisation des bénévoles et des élus. Tout repose là-dessus. Moi, je suis allé représenter l'IFOCAP au congrès des maisons familiales à Lille. Je n'ai jamais vu un congrès avec autant de participants, tous bénévoles, parents d'élèves, et engagés, enfin motivés, en plus actifs dans le congrès. Un congrès de 3000 personnes du réseau MFR. Je ne sais pas qui est capable aujourd'hui, dans un congrès d'organisation, réunir 3000 personnes. Et puis le troisième point, c'est qu'on perçoit bien chez les responsables des maisons familiales l'envie d'être plus qu'un centre de formation, c'est-à-dire de rayonner sur son territoire. Une maison familiale a l'ambition de participer, d'être active dans la vie locale et de participer au développement du territoire sur lequel elle est implantée. Et voilà, et tout ça fait sens par rapport à ce que nous, on essaie aussi de promouvoir en formation. D'autres questions ou interventions ou témoignages? Bon, mais je crois que vous avez été très complet. Et moi, je vous félicite et je vous remercie pour votre facilité d'élocution qui a, je pense, captivé l'Assemblée. Ça, c'est quand même très important quand on est en communicant. Compte tenu de l'horaire, c'est pas forcément évident. Alors après, quand il n'y a pas de questions dans la salle, il y a deux analyses. C'est soit que les gens disent, soit les gens n'ont pas compris ce qu'on avait à dire, soit ils s'en fichent. Soit ils s'en fichent, mais espérons que ce soit ni l'un ni l'autre. Que ce soit ni l'un ni l'autre. En tout cas, merci. Et puis si vous avez des questions qui vous viennent.